Un homme de Caroline du Sud passera des décennies en prison après avoir tiré sur sa petite amie, placé son corps dans sa voiture et incendié celle-ci. C'est un crime horrible qui a bouleversé le comté de Bamberg, alors que ses trois jeunes enfants et d'autres membres de la famille essaient de comprendre comment continuer sans elle. Nous allons analyser les preuves clés laissées par ce meurtrier. Comment un message troublant envoyé à son ami sur ses intentions avant sa mort a pu influencer toute cette affaire? Et la question principale, cela aurait-il pu être évité? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Megan Bodford, âgée de 25 ans, vivait à Denmark, en Caroline du Sud, avec ses trois enfants. Ils avaient 7 ans, 4 ans et 4 mois quand elle a soudain disparu l'an dernier. D'après une page GoFundMe en son honneur, Denmark est une petite ville proche de la frontière entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Son service de police est également petit. Donc, lorsque Megan a disparu, le bureau du shérif du comté de Bamberg et la division de l'application de la loi de Caroline du Sud, également connue sous le nom de division de l'application de la loi de Caroline du Sud, sont intervenus. Ils ont commencé à aider, et c'est la façon dont les autorités ont été informées de la disparition de Megan qui est vraiment glaçante. Parce que, selon WRDW, Megan a envoyé un message à une amie en disant que si elle n'avait pas de nouvelles d'elle dans la prochaine demi-heure, elle devait contacter la police. Parce qu'elle avait apparemment peur que son petit ami et père d'au moins un de ses enfants, Jarrett Davis, allait la tuer. C'est l'allégation. Et c'est exactement ce que les forces de l'ordre affirment s'être produit. Alors, pour parler des tenants et aboutissants de cette enquête, je veux accueillir à nouveau ici, dans Sidebar, l'avocat de la défense pénale et avocat des droits civiques, Tyler Bailey. Tyler, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un plaisir de te voir. Ça donne la chair de poule, n'est-ce pas? Une femme a apparemment tellement peur de son propre petit ami, de la violence qu'il pourrait commettre contre elle, qu'elle envoie ce message de préparation, ce message d'avertissement à une autre personne. Et nous ne saurons jamais à quel point elle était sérieuse. Mais que ce soit une sorte de blague ou, je ne sais pas, une prémonition mortelle, cela donne certainement aux forces de l'ordre dès le début une indication que quelque chose n'allait pas ici. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Ah, la violence domestique et des affaires comme celle-ci sont toujours très déchirantes. Et juste penser à la peur qu'elle a ressentie dans ces derniers instants avant de perdre la vie. Ces enfants qui grandissent maintenant sans leur mère, un enfant âgé d'à peine 4 mois. Je pense que cette situation aurait sans doute pu être évitée. Elle savait clairement qu'il était dangereux et c'est pourquoi elle a envoyé un message à son ami. Je ne crois pas que son message était une blague. Je pense qu'elle craignait vraiment pour sa vie et tragiquement, elle a été assassinée et l'a perdue. Juridiquement, ce type de message peut-il servir de preuve au procès? Les règles sur les oui-dire et les déclarations de victimes s'appliquent. Est-ce que cela pourrait être utilisé pour prouver qu'elle identifie son présumé meurtrier? Je crois que cela pourrait être accepté par exception à la règle de oui-dire. Au moins, l'accusation essaiera certainement de le faire, que ce soit à partir d'autres conversations que Megan a eues avec cette personne ou si elle a envoyé un texto, peut-être une déclaration sur son lit de mort. Il y a certaines exceptions qui pourraient permettre, je crois, que cette déclaration soit admise comme preuve dans cette situation. Et d'après ce que je sais de cette affaire et d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'autres éléments qui désignent l'accusé ici et son passé avec la victime. Je pense qu'il est possible que cette information soit acceptée comme preuve. Et même si ce n'est pas certain, le risque reste élevé. Je vais informer tout le monde qu'une conclusion à cette affaire approche. Mais j'étais un peu... Je parlais de façon théorique de la manière dont cela pourrait se produire. Mais parlons de ce qui se passe ici. Donc, Megan a été entendue pour la dernière fois le jeudi 24 avril 2024. Il était juste avant 22 heures. Elle aurait été vue pour la dernière fois au Danemark, portant un t-shirt gris et un pantalon de pyjama Batman. La cousine de Megan, Ether, a confié à WRDW. Des amis m'ont montré des messages où Megan dit craindre pour sa vie. Elle a dit que le père de son enfant avait une arme à feu et qu'en l'absence de contact sous 30 minutes, il fallait appeler la police. Malheureusement, selon une déclaration sous serment consultée par le média, l'ami à qui elle avait parlé d'une possible violence n'a prévenu la police que le lendemain. Et ce samedi-là, le bureau du shérif s'est rendu au domicile où Megan et Davis vivaient. WISTV indique que les données de localisation du téléphone ont conduit les agents sur place, bien qu'on ignore si elles venaient de Davis ou Megan. Ils voulaient y faire un contrôle de bien-être.
Et il s'avère que Davis avait un mandat d'arrêt actif pour violence domestique émis par le comté voisin de Barnwell. C'est selon le média indépendant FITSNews. WRDW indique qu'un autre mandat accusait Davis de posséder un fusil de chasse alors qu'il est un criminel condamné interdit de posséder des armes. Il était également, selon les informations, en liberté conditionnelle. Alors, Tyler, arrêtons-nous là. S'il y avait déjà un mandat d'arrêt contre Davis, pourquoi la police ne l'a-t-elle pas simplement arrêté bien avant qu'il ne fasse quoi que ce soit à Meghan? Il aurait dû être arrêté. Vous savez, avec les mandats d'arrêt, surtout si l'on parle de zones rurales et d'endroits en Caroline du Sud, à moins qu'il ne soit arrêté par un agent et qu'il vérifie ses informations dans le système, ils peuvent ne pas être au courant du mandat. Je veux dire, il n'aurait pas dû être en liberté alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt actif pour violence domestique. Il n'aurait certainement pas dû se trouver près d'une arme à feu. Il devrait probablement y avoir des questions sur le fait qu'il ait été libéré sous caution ou non, ou sur le fait qu'il n'ait pas eu de surveillance de système de positionnement global pour une raison précisément comme celle-ci. Donc malheureusement, il y a eu une négligence ici, et cette négligence a tragiquement été un facteur important dans la perte de la vie de Meghan. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont constaté, selon un rapport relayé par les médias locaux, que le bébé de 4 mois de Meghan était seul dans la maison. Mais heureusement, il n'a pas été blessé. Les adjointes ayant vu Davis sortir d'un abri dans le jardin l'ont placé en garde à vue selon le mandat. Et Meghan restait introuvable. Les forces de l'ordre obtiennent un mandat pour fouiller la maison. Et selon WISTV, les enquêteurs ont saisi un iPhone 11 Pro, plusieurs caméras de surveillance, un ordinateur portable Hewlett-Packard, un babyphone, une caméra de chasse. Le mandat indiquait apparemment: votre déposant pense que des preuves pouvant permettre de localiser Megan Bodaford pourraient être stockées sur ces objets. Alors Tyler, explique-moi, tu parles d'une affaire potentielle de violence domestique. Tu parles d'une affaire potentielle de meurtre, n'est-ce pas? Pourquoi les enquêteurs recherchent-ils spécifiquement ces appareils électroniques? Qu'espèrent-ils trouver plus précisément sur ces appareils électroniques? Il cherche des communications entre Meghan et le prévenu ici. Il cherche peut-être aussi des enregistrements vidéo qui pourraient le montrer quittant la résidence avec des fournitures ou des armes qui auraient pu être utilisées lors de la commission du crime. Des détails sur le lieu où son corps a été trouvé et l'état du véhicule pourraient aussi indiquer qu'il a quitté la maison avec certains objets. Ainsi, toutes les preuves électroniques, qu'il s'agisse de vidéos ou de localisation, seront cruciales pour l'accusation. Et d'ailleurs, n'est-ce pas la preuve qu'il faut agir très rapidement? Parce que dans les affaires en général, un suspect pourrait supprimer ces informations, supprimer ces preuves numériques. Donc il faut agir aussi vite que possible. Non seulement pour essayer de sauver la vie de quelqu'un, bien sûr, mais si l'on parle de préservation des preuves, à quel point est-il important d'arriver immédiatement? Je veux dire, effacer ces traces électroniques est très difficile aujourd'hui avec le cloud, mais se débarrasser des appareils est plus faisable. Ils pourraient être brûlés, ils peuvent être détruits, ils pourraient être donnés à un proche de confiance qui est en réalité un complice du crime s'il prend ses preuves. Donc, il est très important pour les enquêteurs et l'accusation de mettre la main sur tout ce qui peut les aider à prouver leur dossier. Surtout dans une situation où vous avez un accusé qui essaie de se débarrasser des preuves et d'échapper à ses responsabilités. 5 jours après le dernier contact de Meghan, le bureau du shérif du comté de Bamberg a sollicité le South Carolina Law Enforcement Division pour enquêter sur une voiture brûlée retrouvée hors de Danemark. C'était un Ford Explorer sombre et gris, du même modèle et de la même marque que celui que conduisait Meghan. Ce SUV se trouvait au bout d'un chemin de terre, près de quelques poteaux électriques. Situé en zone rurale du comté, à environ 3 km du dernier emplacement connu. C'est selon un reportage de WSTV, les adjoints ont déclaré qu'il semblait que des restes humains se trouvaient à l'intérieur de cette voiture. L'identification prendrait plusieurs jours avec l'acide désoxyribonucléique et les dossiers dentaires. Et lorsque les restes de Meghan ont été officiellement identifiés, c'est à ce moment-là que les procureurs ont inculpé Davis de meurtre, de possession d'une arme lors d'un crime violent, de possession illégale d'une arme à feu, d'incendie criminel et de profanation de restes humains. Et maintenant, nous savons que Davis va en prison. Le 10 novembre, Davis a plaidé coupable à 4 chefs d'accusation et le juge l'a condamné à 43 ans de prison pour meurtre. Les 3 autres chefs d'accusation sont possession d'armes lors d'un crime violent, incendie criminel au 3e degré et profanation ou destruction de restes humains. Cela ajoute encore 30 ans. Mais le juge a décidé que ces peines seraient purgées concurremment.
c'est-à-dire en même temps que la peine pour le meurtre. Taylor, j'ai plusieurs questions. D'abord, pourquoi plaider coupable? Pour échapper à la peine de mort. C'est un cas où la peine de mort aurait probablement pu être prononcée parce qu'il y a certains facteurs aggravants liés au meurtre. Et puis, comme il a commis un meurtre et plusieurs autres crimes, il y avait une plus grande probabilité de peine consécutive plutôt que de peine concomitante. Donc, au final, je veux dire, il va passer près de 50 ans en prison et la seule incitation à plaider coupable à une accusation comme celle-ci, du point de vue de la défense ou de l'accusé, serait peut-être de sauver sa vie. Parce que cela semble être une situation où il n'y a rien qui indique s'il est apte à être jugé. Il était certainement assez lucide pour essayer de détruire des preuves et ces circonstances aggravantes auraient probablement abouti à une affaire passible de la peine de mort où vous avez une jeune mère de 4 enfants. Cela aurait sans doute amené le jury et le juge à imposer la peine capitale s'il avait été reconnu coupable. 43 ans, c'est très long. Mais en enquêtant, je me suis demandé pourquoi purger ces autres peines en même temps que celles pour meurtre. Pourquoi les faire purger en même temps et non successivement, ce qui équivaudrait à la prison à vie? Oui, la seule raison que je peux imaginer, je pense que le juge a permis cela parce qu'en plaidant coupable, il a admis sa faute et accepté sa responsabilité. Donc, le tribunal a semblé être un peu plus indulgent avec lui, contrairement à s'il était allé au procès, vous savez, s'il s'était tenu là à clamer son innocence et que le juge aurait alors dû prononcer une peine en tenant compte de tout cela. Il y aurait pu y avoir des discussions entre la défense et l'accusation concernant des recommandations ou une peine négociée. Je doute que cela ait été négocié. L'État a probablement déclaré qu'il n'avait aucune objection à une peine qui ne soit pas purgée consécutivement, étant donné que l'accusé a plaidé coupable, en économisant à l'État du temps, des efforts et des ressources pour poursuivre cette affaire et en laissant le juge imposer une peine au lieu d'un jury. Je voudrais connaître votre avis sur une question fréquente. Cela aurait-il pu être évité? Pourquoi je demande cela? Depuis le meurtre de Meghan, davantage d'informations sont apparues sur les démarches de ses proches pour alerter la police sur les abus qu'elle endurait. Maintenant, la question est la suivante. Si les policiers prévoyaient une quelconque intervention, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont simplement arrivés trop tard? Parce que FitzNews a parlé avec une amie de Meghan, qui a dit qu'ils avaient contacté l'agent de probation de Davis après avoir vu des bleus sur Meghan. Et selon FitzNews, un message disait il va finir par tuer la mère de son enfant. Il s'en prend à Meghan tous les jours maintenant. C'est en train de devenir une routine quotidienne, et la police a déjà été appelée plusieurs fois. Mais il s'enfonce profondément dans les bois avant leur arrivée. Il a un nouveau mandat d'arrêt pour ça. Il l'étrangle aussi violemment et il le fait même quand elle tient le bébé dans ses bras. L'agent de probation aurait conseillé à cette amie que Meghan appelle le 911 et laisse le téléphone pour que le standardiste entende la situation. Tu sais, peut-être que Davis ne le verrait pas. L'amie a répondu je lui ai dit pareil, mais je doute qu'elle réessaie d'appeler. On dirait qu'elle a abandonné. L'amie a également dit à l'agent de probation, apparemment, que Davis avait une arme à feu, mais FitzNews rapporte que l'agent n'a pas répondu à ce message. 2 jours après, la dernière fois que Meghan a été vue, l'ami a envoyé un dernier message troublant à cet agent de probation. Je cite, et on pense que Meghan est morte. Alors Tyler, est-ce que c'est un manquement de la part de l'agent de probation? Est-ce que c'est un manquement de la part des forces de l'ordre? Ou alors, n'y a-t-il qu'un nombre limité de choses à faire? Je représente souvent des victimes dans des affaires de droits civiques face au gouvernement. Et je crois que c'est une situation où il y a une défaillance systémique dans la protection des victimes de violences domestiques, parce que ce sont des affaires difficiles et on aurait pu faire davantage. Il arrive souvent qu'il y ait une victime. Meghan, ici, j'ignore la nature de sa relation avec le prévenu. Cependant, parfois, elles ne viennent pas témoigner et peuvent avoir des enfants ensemble. Peut-être qu'elles ne veulent pas voir le prévenu en prison. Et c'est vraiment à l'État d'intervenir et d'évaluer le type de risque de préjudice présent. Et dans cette situation, vous avez un agent de probation qui entend clairement que le prévenu ici viole les conditions de sa probation. Il est violent, donc vous avez des amis qui ont appelé la probation, des enregistrements, des appels au standard. Vous avez un mandat d'arrêt actif pour violence domestique contre lui, ce qui exigerait qu'il soit en prison et que sa caution soit révoquée.
Toutes ces mesures et protections ont été mises en place pour que les prévenus ne commettent pas d'autres crimes pendant leur liberté sous caution et que les victimes soient en sécurité. Et donc, si vous regardez toutes ces choses ici, tous les signes avant-coureurs, toutes les communications et la reconnaissance que sa vie était en danger par Meghan, il semble vraiment que cela aurait pu être évité. Et j'espère qu'une chose qui ressortira de tout cela, c'est une leçon pour les différentes agences de poursuite, à savoir que ces crimes sont très graves. Les crimes de violence domestique peuvent être très graves. Il doit y avoir des mesures de protection en place pour protéger les victimes et c'est vraiment à l'État d'intervenir. Et lorsqu'il y a un prévenu qui viole clairement les conditions de sa caution et qu'il y a une victime qui pourrait perdre la vie, il incombe aux agences de l'État de faire leur part. Juste pour être clair, savez-vous s'il existe une obligation légale pour un agent de probation d'intervenir? Ou bien est-ce qu'il peut simplement dire: écoutez, la seule chose que je peux faire, c'est de vous recommander d'appeler le 911. Je pense que l'agent de probation aurait dû prendre un contact supplémentaire à partir de là et il aurait pu examiner les conditions de la probation. Je pense vraiment que c'était une négligence de la part de l'agent de probation de ne pas l'avoir fait. Maintenant, je ne suis pas impliqué dans cette affaire ou quoi que ce soit. Le bon sens veut que si vous entendez cela, il ne suffit pas d'appeler le 911, vous êtes aussi officier de justice. Vous portez un badge, vous avez une arme, vous avez le pouvoir de révoquer l'approbation des gens. Il devrait agir à ce sujet, je pense. C'est vraiment une affaire triste. C'est vraiment une affaire triste sous plusieurs angles différents. Et nous revenons à la question. Vous savez, est-ce que cela aurait pu être évité d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Merci Tyler Bailey, j'apprécie votre temps. Merci. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.